Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, comme certains d'entre vous me l'ont demandé, je vais faire une petite vidéo pour revenir sur pas mal de points que vous avez abordés sur certains de vos commentaires. Donc, je vais revenir sur la préparation de Rafa, parce que vous êtes beaucoup à me demander est-ce que ça a été le bon choix, pas le bon choix. Donc, je vais vous parler de ça. Je vais aussi vous donner mon avis sur pourquoi Rafa a eu autant de problèmes sur gazon, en tout cas depuis 2011. Et évidemment, je vais revenir sur mes attentes par rapport à ce tournoi et sur ce que Rafa peut espérer de ce tournoi de Wimbledon 2017. Donc la préparation. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été un peu inquiets après la défaite de Rafa contre Berdych, grosse défaite à Hurlingham. Mais pour moi, je pense vraiment que Rafa a fait le meilleur choix de préparation qu'il pouvait faire. Après Roland Garros, même si à Roland il n'avait pas beaucoup joué, j'en avais beaucoup parlé du fait qu'il n'avait pas laissé beaucoup de jus sur le plan physique. Je pense que c'est un tournoi sur lequel il a laissé beaucoup d'énergie sur le plan mental. Il faut aussi prendre en compte qu'avant ça il avait énormément joué, c'est le joueur du circuit qui a le plus joué tout simplement. Il a fait une saison sur terre battue vraiment énorme où il est allé au bout dans quasiment tous les tournois, parce que si vous enlevez le tournoi de Rome où il a perdu entre guillemets dès les quarts de finale, derrière ça a été que des titres. Donc je pense qu'il avait vraiment besoin de se reposer. Et c'est aussi un choix qui a été judicieux parce que le calendrier lui le permet, dans le sens où derrière il savait qu'en prenant une semaine de repos, ça lui laissait encore 15 jours malgré tout pour s'adapter avant d'arriver à son premier tour à Wimbledon. En plus, quand il a repris l'entraînement, il l'a fait, Rafa, en faisant le choix de ne pas être en compétition. C'est un choix évidemment pour moi très judicieux, parce qu'on sait que l'adaptation terre battue gazon est extrêmement compliquée pour les genoux de Rafa. On sait très bien, quand vous êtes en tournoi, et surtout pour Rafa qui est un compétiteur hors norme, il va pas accepter de faire un tournoi en se disant moi je le fais comme un tournoi de préparation. Si vous regardez bien dans ses interviews, même sur terre battue c'est le cas, il dit toujours quand il gagne Monte Carlo, Barcelone ou quel que soit le tournoi qu'il gagne dans la saison sur terre battue, il dit qu'il le joue pour le gagner et non pas comme une préparation à Roland Garros. Nadal il a cette état d'esprit qui fait que s'il s'était présenté au Queens une semaine après Roland Garros, il l'aurait fait en se mettant tout de suite dans des conditions de compétition, donc il aurait tout de suite tiré sur la machine et son corps n'aurait pas été forcément prêt à accepter ces efforts-là. Alors à la place, il a fait le choix de rester à Majorque et c'est évidemment un très bon choix, un choix qu'il a pu faire parce que à Majorque, il a des terrains sur terre battue puisqu'il y a un tournoi WTA qui est organisé maintenant là-bas. Et en plus, quand vous faites le choix de vous entraîner comme l'a fait Rafa, ça vous laisse vraiment le temps d'adapter vos entraînements et de monter en régime crescendo. On l'a vu sur pas mal de vidéos sur YouTube, les deux, trois premiers entraînements, ça a été vraiment juste des prises de contact sur le gazon, ce qui a permis à Rafa de juste taper un peu la balle et surtout de reprendre ses appuis. Les appuis sur gazon sont totalement différents que sur terre battue et même que sur dur. Les reprises d'appui sont beaucoup plus compliquées. Si vous êtes plus bas sur les jambes, ça sollicite beaucoup plus les genoux. Donc évidemment pour un joueur comme Nadal qui a souvent souffert des genoux, l'adaptation en terre battue gazon et la transition terre battue gazon est vraiment très difficile. Et on l'a vu historiquement. Historiquement, si on revient un peu sur la chronologie de la carrière de Rafa, Rafa a extrêmement bien joué sur gazon, quasiment depuis le début. 2006, il fait finale, il perd contre Federer en 4-7. 2007, il fait finale contre Federer, il perd en 5-7. 2008, il gagne le tournoi. 2009, il ne le joue pas, il est blessé. 2010, il gagne le tournoi. 2011, il gagne le tournoi. Donc si on regarde sur ces 6 années-là, et donc sur 5 participations consécutives, il fait 5 finales. À ce moment-là, il fait 5 finales parce que son corps lui permet tout simplement. Et après, il a eu énormément de mauvais résultats et c'était en grande partie dû certains à des forfaits, donc là il n'y avait pas de souci, et d'autres soit à des blessures, soit à un corps
pas du tout prêt à s'adapter à cette surface-là. Si vous regardez les défaites qu'il y a eu récemment, un peu plus récemment Rafa, à part celle contre Kyrgios que je mets à part parce que je pense que cette année-là, Rafa jouait bien. Je pense qu'en 2014, Rafa jouait bien, mais il est juste tombé sur un mec, en l'occurrence Nick Kyrgios, qui a fait un match vraiment exceptionnel. Si on met à part cette défaite-là, les autres, Nadal se déplaçait extrêmement mal. Il défendait mal, il n'arrivait pas à faire tourner le point. Dès qu'il était en position défensive, il n'arrivait pas à reprendre le contrôle de l'échange. C'était extrêmement facile de lui faire des coups gagnants. Et puis quand Nadal n'arrive pas à défendre et à contrer le jeu de son adversaire, ça devient un joueur entre guillemets un peu banal. La base de son jeu, c'est sa capacité à résister aux coups de boutoir de ses adversaires et à les contrer. Donc si on regarde objectivement depuis 2011, il est quand même souvent arrivé dans des conditions physiques qui ne lui permettaient pas du tout de pouvoir espérer d'aller chercher quoi que ce soit d'autre qu'une défaite prématurée. Mis à part, comme je vous l'ai dit, cette défaite contre Kyrgios où cette année-là, je pense que Rafa avait une carte à jouer, mais il est tombé sur un joueur qui a vraiment fait un match extraordinaire et qui ce jour-là méritait de gagner. Donc évidemment, c'est une surface qui a beaucoup posé de problèmes à Rafa, mais c'est vraiment passé à partir de 2012. Ça s'est passé à partir de 2012 et cette défaite contre Rosol, et c'est à partir de là que les problèmes de genoux de Rafa ont été un peu plus présents et surtout plus graves, avec, vous vous rappelez, ce syndrome de Hoffa, etc. Et donc je pense qu'il a quand même, malgré tout, les autres années gardé des séquelles. Autant sur terre battue, il peut compenser, sur dur aussi, autant sur gazon, c'est impossible. Après, cette année, je trouve qu'il arrive dans des conditions totalement différentes. Déjà, si on regarde sur le premier tour, il s'est déplacé vraiment de manière assez exceptionnelle. Si vous regardez le résumé du match, vous voyez clairement qu'il y a beaucoup de points où Rafa arrive à faire tourner l'échange en sa faveur, en réussissant à contrer son adversaire, en passant d'une position de défense à une position d'attaque, et en se déplaçant extrêmement bien. Généralement, c'est sur les premiers tours que Rafa a le plus de mal sur cette surface, parce qu'il y a vraiment deux tournois en un tournoi. La première semaine et la deuxième semaine, vous avez des conditions de jeu qui sont complètement différentes. En première semaine, le gazon est parfait, surtout sur les deux premiers tours. Le gazon est parfait ou quasiment parfait, la balle rebondit très, très bas, il y a peu de faux rebonds, et surtout, vu qu'il y a beaucoup de gazon et peu de terre, il est facile de glisser et de perdre ses appuis. Vous noterez que sur le premier tour, à aucun moment Rafa n'a perdu ses appuis, à aucun moment il a été pris à contre-pied, à aucun moment il a semblé en difficulté, comme ça a pu être le cas par le passé. Donc on sent quand même que sur les appuis il est extrêmement fort et qu'il arrive vraiment à mettre son jeu de jambes en place. Ça, pour moi, ça vient clairement du fait qu'il a pris le temps cette année, qu'il a eu 15 jours pour se préparer, que même s'il a perdu contre Berdych l'exhibition, malgré tout ça reste une bonne préparation. En plus, Berdych, le score évidemment fait un peu peur sur cette défaite contre Berdych, mais Berdych est quand même un super joueur de gazon. Je pense que vous vous rappelez tous de la performance de Berdych en 2010, puisqu'il avait éliminé Federer et Djokovic consécutivement avant de perdre contre Rafa en finale justement à Wimbledon. La seule finale de Grand Chelem de Berdych, elle est sur gazon. Donc sur gazon, c'est vraiment un top player, Thomas Berdych. Et là, on l'a encore vu hier, il a affronté Chardy. Chardy qui a fait un match énorme et malgré tout il est quand même passé en 4-7. Moi il m'a vraiment impressionné, Berdych. Donc pour en revenir à cette préparation, je pense qu'elle est bonne parce qu'elle lui a donné du temps, ça lui a permis de ne pas se précipiter, de prendre confiance sur ses appuis. Moi j'ai vraiment en tête ce match contre Darcis à Wimbledon il y a quelques années. Je me rappelle plus de l'année, je sais plus si c'est 2013, je crois que ça doit être 2013. Où je m'attendais vraiment pas à ce que Rafa perde. Et puis dès les premières minutes, on avait senti on voyait clairement que Rafa n'arrivait pas à poser ses appuis, que sur chaque reprise d'appui, il avait l'impression de marcher sur des œufs. Et hier, avant-hier du coup, ça a vraiment pas été le cas contre Millman. Alors on va pas se mentir non plus, Millman c'est pas non plus un foudre de guerre, c'est pas un Rosol, un Brown.
Mais justement ça a permis de bien juger Rafa du fond du court. Moi je l'ai trouvé vraiment extrêmement bon, il est venu beaucoup au filet, beaucoup plus qu'à l'habitude, il a été extrêmement performant dans tous les compartiments du jeu, et en plus les joueurs le disent, les journalistes le disent, cette année la surface est plus lente, c'est un gros avantage pour Rafa. Là aussi, je vais revenir sur quelque chose parce que des fois, les gens pensent que la surface a été ralentie volontairement. Les organisateurs de Wimbledon, ils s'en foutent de savoir qui va être avantagé ou pas. Souvent, j'entends ça, oui, mais Rafa a été avantagé, ils ont ralenti le gazon, c'était pour lui. Non, non, pas du tout. Le gazon est ralenti parce qu'en fait, ça fait plusieurs années qu'ils essaient de trouver la bonne composition de gazon. Évidemment, vous savez, on le voit, il y a toujours le problème à Wimbledon. Du fait que le gazon s'abîme. Donc pour que le gazon s'abîme moins, ils sont obligés de changer les préparations et de créer un gazon qui est beaucoup plus dense. Qui dit un gazon plus dense, ça veut dire que vous avez une surface qui va rebondir, qui va mieux prendre les effets, qui va rebondir plus haut et qui va automatiquement ralentir. Parce qu'une surface, quand on parle de surface rapide ou de surface lente, c'est juste en fait le côté abrasif de la surface, de savoir à quel point elle va prendre l'énergie de la balle et à quel point elle va lui permettre de remonter. C'est juste ça, parce que sinon dans l'air, la balle va exactement à la même vitesse. Cette année, les joueurs le disent, les journalistes aussi le disent, la surface est plus lente. C'est clairement un avantage pour Rafa, parce qu'avec une surface extrêmement rapide, comme c'était le cas il y a une vingtaine, une trentaine d'années, même une quinzaine d'années, clairement le jeu de Rafa n'aura aucune chance de s'adapter sur cette surface-là. Aujourd'hui, avec une surface qui est plus lente, quand vous regardez les matchs, on voit qu'il y a quand même souvent des échanges de fond de court. On l'a vu avec David Ferrer qui bat Richard Gasquet, alors que David Ferrer fait depuis 1 an et demi il est vraiment loin de son meilleur niveau. On l'a vu dans le match de Rafa contre Millman, où il y a eu plusieurs échanges de plus de 20-25 coups de raquette, ce qui est extrêmement rare sur le gazon. Donc voilà. Donc une surface lente qui va avantager Rafa. Ce que moi j'attends, ce que je pense que Rafa peut attendre, honnêtement, je pense qu'il peut être candidat au titre. Il a un tableau pas si facile que ça, contrairement à ce qui a été dit. Il avait un premier tour simple contre Millman. Là aujourd'hui, il va affronter Donald Young, qui peut être un joueur dangereux sur le central. Après, il devrait jouer Khachanov. Derrière, il y a un quart de finale potentiel contre Silic, qui est un gros outsider dont pas beaucoup de gens parlent, mais qui est un gros outsider. Mais en tout cas, Rafa peut espérer gagner le tournoi, clairement, ou au moins faire un très bon tournoi, parce que les conditions se prêtent bien à son jeu cette année. Physiquement, il a l'air bien, tennistiquement, je pense qu'il n'a jamais été aussi fort et aussi complet qu'aujourd'hui. Donc vraiment, son jeu peut vraiment se marier à la perfection avec ce gazon-là. Il sert beaucoup mieux que ce qu'il a fait par le passé. Donc si vous regardez le tableau, je pense que il doit au moins arriver en quart de finale. Et après, en quart de finale, ça va dépendre de détails. Parce que s'il arrive en quart de finale, ça sera Silic, un match hyper compliqué. Et derrière, ça devrait être certainement Murray. Voyez. Voilà, après on ne sait pas trop exactement où est-ce qu'il en est Murray. On en saura beaucoup plus tout à l'heure après son match contre Dustin Brown. Et moi, je pense vraiment que Rafa, il peut espérer faire un grand Wimbledon. C'est d'ailleurs pour moi c'est sa dernière année où il peut espérer aller au bout du tournoi. Dans l'autre partie du tableau, il y a Djoko et Federer qui vont certainement lutter pour la place en finale. Federer qui a un tableau très difficile, alors les deux ont bénéficié d'un abandon au premier tour, mais je pense que Roger a un tableau bien difficile. Je pense aussi que Novak, tout le monde me parle de Federer comme s'il avait déjà gagné le tournoi ou pas loin. Je pense que Novak peut clairement battre Roger en demi-finale s'ils arrivent là tous les deux. D'ailleurs, je pense même que un huitième de finale contre Dimitrov pour Roger, ça peut être très compliqué. Un quart de finale contre Raonic, ça peut être très compliqué. Donc on est loin de la finale Rafa-Roger, parce que sur cette surface, tout peut se passer. Pour la place de numéro 1 mondial, Rafa, il a évidemment les cartes en main, parce que s'il va en finale, quoi qu'il arrive, il sera numéro 1 mondial, parce qu'évidemment, s'il va en finale, ça voudra dire que Murray a perdu, dans le meilleur des cas, pour lui en demi-finale. Donc voilà, moi je suis plutôt confiant
pour ce Wimbledon là. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise parce que c'est vraiment la surface sur laquelle, si vous avez un jour ça, un jour où vous sentez moins bien la balle, et ben vous êtes dehors. Mais moi, je pense vraiment que Rafa peut espérer et doit espérer, et je pense même qu'il se l'est fixé comme objectif, d'aller en deuxième semaine. Et une fois qu'il est en deuxième semaine, il sait que tout est ouvert parce que les conditions s'adaptent encore plus à son jeu, et lui aura pris du rythme et de la confiance. Donc moi, j'ai pas d'inquiétude spéciale. Moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'était vraiment le tableau. J'avais peur qu'il prenne un gros serveur, un Rosol ou un Brown au premier tour. Dans son tableau, c'est pas le cas. Il y a des bons joueurs, mais je trouve qu'il n'y a pas justement ce joueur, mis à part Silic Shankar, complètement fou, qui peut lui sortir 50 aces dans un match et l'éliminer quasiment sans jouer du fond du cours. Il y a Karlovic qui s'est fait éliminer. Donc vraiment, pour Rafa, je pense que tous les voyants sont ouverts et qu'il n'y a plus qu'à, quoi. On verra bien ce que ça donnera, mais moi je pense que Rafa ira loin dans le tableau et que pour le battre, vu le niveau auquel il évolue à l'heure actuelle, je pense qu'il va falloir être vraiment très très fort. Donc voilà, donc tout à l'heure il y aura le deuxième tour de Rafa. Comme d'habitude, en voyant la vidéo, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous voulez que j'aborde un autre sujet en vidéo, et ben faites-le moi savoir. Il n'y a pas de souci, j'essaierai de le faire dans la semaine. Donc je vous dis à très vite sur le blog. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, en fonction du moment où vous voyez la vidéo, évidemment.